Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par un matin froid et gris de décembre, la ville de New York s'étirait lentement sous un ciel de plomb. Les trottoirs luisants reflétaient les néons des enseignes qui ne s'éteignaient jamais vraiment, même à l'aube. L'air était saturé d'humidité, et le vent soufflait en bourrasque, mordant les visages, soulevant les cols des manteaux et poussant les gens à marcher plus vite, la tête baissée. Une Bentley noire s'arrêta lentement au coin de la 5e avenue, devant l'entrée majestueuse du Metropolitan Crown Hotel. La portière arrière s'ouvrit avec une lenteur étudiée, et un homme en descendit. Charles Moreau. 44 ans, costume sur mesure couleur cendre, écharpe de cachemire anthracite, chaussures en cuir italien impeccablement cirées. Il ne marchait pas, il glissait sur le trottoir, comme un homme habitué à ce que le monde se plie à son passage. Son manteau en laine mérinos, tombant parfaitement sur ses épaules larges, semblait le protéger non seulement du froid, mais aussi de la réalité environnante. Son visage était fermé, beau à sa manière froide, durci par des années d'ambition, d'ascension sociale et de négociations féroces. Ses yeux gris, perçants et calculateurs, balayaient habituellement le monde avec une indifférence chirurgicale. Fondateur d'un empire immobilier bâti sur les ruines de quartiers populaires qu'il avait valorisés, Charles vivait dans des tours de verre, voyageait en jet privé, dînait avec des sénateurs, et son nom apparaissait régulièrement dans Forbes, The Financial Herald et Le Monde des Affaires. Il possédait l'argent, le pouvoir, l'accès. Et quelque part, sans même s'en rendre compte, il avait cessé d'avoir une âme. Il n'avait pas regardé la rue depuis des années. Il n'avait pas prêté attention aux visages dans le métro, aux enfants dormant sur les marches, aux mains tendues sur les trottoirs. Il s'en était protégé comme d'un virus. L'humanité souffrante n'entrait pas dans ses équations. Mais ce jour-là, quelque chose le figea. Il allait monter les marches du Crown quand son regard fut attiré par un mouvement à peine perceptible, à sa gauche. Il tourna la tête, machinalement d'abord, et son souffle se suspendit. Sous l'abri de l'entrée d'une station de métro, à peine protégée du vent glacial, une silhouette recroquevillée essayait de faire corps autour de 2 enfants. Une femme. Noire. Amaigrie. Son visage était creusé par la fatigue, les joues marquées, les yeux cernés comme ceux d'une insomniaque permanente. Elle était assise sur un carton détrempé, le dos courbé, tenant contre elle 2 enfants qui dormaient, ou faisaient semblant de dormir. Ils étaient petits, peut-être 8 ou 9 ans. Des jumeaux, visiblement. Enroulés dans une couverture élimée, tachée, trop mince pour le froid cruel de ce matin-là. Leurs petits visages dépassaient à peine du tissu, leurs nez rougis par le froid, leurs mains blotties l'une contre l'autre. Les passants passaient, indifférents. Certains détournaient même les yeux comme on évite un miroir trop brutal. D'autres fronçaient les sourcils, pressant le pas. Dans ce monde de vitesse, une mère à genoux avec ses enfants sur un trottoir était une gêne, un poids, un rappel de tout ce qu'on ne voulait pas voir. Mais Charles, lui, ne bougea pas. Un détail venait de l'étrangler intérieurement. Quelque chose brillait à la main de la femme, sous l'ourlet de la couverture. Une bague. En argent, ornée d'une turquoise légèrement fissurée. Petite, discrète, sans valeur apparente. Mais unique. Il la reconnut immédiatement. Son cœur manqua un battement. Ses jambes semblèrent s'alourdir d'un seul coup. Le vent n'existait plus. La rue devint un lointain murmure. Il connaissait cette bague. Il l'avait offerte. Il y a 20 ans. Dans un café modeste de Brooklyn, entre 2 rêves trop grands et un amour trop pur pour survivre. Il s'en approcha lentement, comme en apnée, comme dans un rêve dont il ne voulait pas se réveiller. La femme sentit une présence, leva lentement les yeux. Et le passé le frappa de plein fouet. Ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas une silhouette parmi tant d'autres. C'était elle. Elena. Le choc fut tel qu'il recula presque d'un pas. Elle aussi le regarda, un peu plus longtemps, et ses yeux, d'abord éteints, s'agrandirent d'une stupeur douloureuse. Elena. Murmura-t-il, la voix brisée. Elle cligna des yeux. Son visage n'exprima ni colère, ni joie, ni surprise. Juste une fatigue infinie. Une résignation muette. Mais quelque chose, au fond de ses pupilles sombres, remua. Une étincelle. Une reconnaissance. Charles. Sa voix était rauque, creusée par la misère et les années.
Mais elle avait cette chaleur unique, ce timbre qu'il n'avait jamais oublié, même au milieu des discours d'actionnaires et des cocktails mondains. Et dans cet instant suspendu, parmi les taxis qui klaxonnaient et les passants qui pressaient le pas, deux mondes si longtemps séparés venaient de se heurter à nouveau. Ils s'étaient rencontrés à 20 ans, à une époque où le monde semblait encore plein de possibles. C'était un automne chaud sur le campus de Columbia. Les arbres prenaient des teintes cuivrées, et les couloirs de la bibliothèque résonnaient de discussions passionnées. Charles, en dernière année de droit, traçait déjà sa route vers les sommets, sûr de lui, dandy en costume 3 pièces, regard perçant et diction impeccable. Il était connu pour ses interventions brillantes en cours de droit constitutionnel et ses débats enflammés lors des simulations d'audience. Helena, elle, était différente. Étudiante en littérature comparée, elle écrivait des poèmes en cachette et lisait Faulkner et Dostoïevski sur les marches du campus. Elle portait des écharpes colorées, riait avec douceur, et avait dans les yeux cette lumière que seuls ceux qui ont souffert sans perdre l'espoir possèdent. Elle venait d'un autre monde. Née à Harlem, élevée par une mère célibataire infirmière, Helena avait grandi dans la dignité, mais pas dans l'aisance. Sa mère travaillait de nuit aux urgences pour joindre les deux bouts, et Helena avait appris très tôt à se débrouiller, à s'occuper de son petit frère, à cuisiner, à étudier tard, à rêver fort sans trop espérer. Lui était fils d'un banquier d'affaires. Le genre d'homme qui avait une montre suisse avant sa majorité, une place réservée à Yale et un carnet d'adresses hérité. Mais Charles n'avait jamais vraiment aimé ce monde d'apparence et de sourire froid. C'est peut-être ce qui l'avait attiré vers Helena, sa sincérité désarmante, sa façon de parler du monde avec des mots qu'il n'avait jamais entendus dans les dîners d'ambassadeurs. Il s'était aimé vite. Fort. Intensément. Dans de petits cafés de Morningside Heights, sur les bancs des parcs, dans des chambres d'étudiants décorées de livres et de rêves. Leurs mains s'étaient trouvées sans hésitation, et leur corps, comme leurs esprits, s'étaient découverts avec la fougue et la sincérité des premières fois. L'amour ne suit pas les lignes sociales, les héritages ou les statistiques. Ils s'étaient aimés dans l'urgence, dans l'illusion que l'amour suffisait à briser les murs invisibles de leurs origines. Qu'ensemble, ils inventeraient un monde à leur image. Et puis, Harvard. Charles avait reçu une bourse prestigieuse, une chance que peu de gens refusaient, et encore moins ceux qui avaient une famille à convaincre. Son père, fier, avait parlé de futur, de réseau, de mérite. Helena, elle, avait souri bravement, l'avait soutenu, et avait même fait semblant de croire qu'il s'écrirait tous les jours. La veille de son départ, il lui avait glissé une petite boîte dans la main. Une bague. Simple, en argent, avec une turquoise modeste. Pour que tu saches que je reviendrai, avait-il dit. Elle y avait cru. Mais la vie, la vie. Elle a ce talent cruel de défier les promesses les plus sincères. Les semaines devinrent des mois. Charles s'absorba dans ses études, dans les stages, dans l'ambition. Il écrivit d'abord, quelquefois, puis de moins en moins. Son père lui présentait des bonnes familles. Il allait à des soirées où Helena n'avait pas sa place. Peu à peu, il la rangea dans une partie de son cœur qu'il croyait pouvoir oublier. Pendant ce temps, Helena découvrit qu'elle était enceinte. Elle resta des heures, seule, assise sur le bord de son lit, la bague entre les doigts. Elle aurait pu l'appeler. Elle aurait pu lui écrire. Mais l'orgueil est parfois le dernier refuge de la dignité. Elle ne voulait pas mendier un amour qui, peut-être, n'était plus là. Alors elle ne dit rien. E llegarda el enfant. Puis, en découvrant qu'ils étaient deux, elle serra les dents plus fort. Elle essaya de construire une autre vie. Un homme était entré dans sa vie. Antoine. Il était stable, au début. Travailleur. Correct. Mais dès que les jumeaux naquirent, tout changea. Les cris, les coups, la paranoïa. Il devenait violent, incontrôlable. Et un matin, il disparut, comme il était venu. Sans explication, sans adieu. Helena se retrouva seule, avec 2 bébés, des factures impayées et un ventre encore douloureux de l'accouchement. Elle s'était battue. Travaux de nuit. Nettoyage de bureau. Garde d'enfants. Elle dormait 2 heures par jour, parfois dans le métro entre 2 shifts. Elle tenait bon. Pour eux. Pour ses fils. Pour leur donner une vie meilleure. Mais les loyers montaient, les programmes d'aide s'amenuisaient, les appels aux services sociaux restaient sans réponse. Et un jour, elle perdit son appartement. Les abris étaient pleins. Il ne restait que la rue. Et la bague.
toujours à son doigt. Comme un talisman inutile. Comme une ironie du destin. Sous l'abri du métro, ce matin-là, elle avait perdu toute illusion. Et voilà qu'il était là. Lui. Le père. El amor de Geunese. L'homme des promesses envolées. Pourquoi, tu n'es jamais revenu? Demanda-t-elle, les yeux humides, la voix brisée par des années de silence. Charles resta figé. Il ne se chercha pas d'excuses. Il n'invoqua pas le travail, les études, la pression familiale. Il n'y avait plus rien à cacher. J'étais lâche, répondit-il. Et il sentit, pour la première fois depuis longtemps, le goût amer de la honte. Il baissa les yeux vers les enfants. Ils s'étaient réveillés, à moitié. Leurs yeux, curieux et méfiants, le fixaient. Des yeux sombres, profonds, intelligents. Les yeux d'Helena. Mais, il y vit autre chose. Un éclat familier. Il comprit. Et eux? Murmura-t-il, la gorge nouée. Helena ne répondit pas tout de suite. Elle passa la main dans les cheveux emmêlés de l'un des garçons, puis regarda Charles dans les yeux. Ce sont tes fils, Charles. Charles était bouleversé. Il avait dirigé des négociations à plusieurs millions de dollars sans trembler. Il avait conquis des marchés, affronté des conseils d'administration impitoyables, bâti un empire à force de sang-froid et d'anticipation. Mais là, à genoux sur ce trottoir glacé, sous un abri de métro infesté d'humidité, son monde vacillait. Rien ne l'avait préparé à ça. Ni ses comptes en banque. Ni ses voyages à Singapour. Ni ses trophées d'entrepreneur de l'année. Il regardait Helena amaigrie, fatiguée, le visage creusé mais toujours digne, comme on regarde une vérité qu'on a trop longtemps fuie. Puis ses yeux glissèrent vers les enfants. Deux petits garçons à la peau dorée, blottis l'un contre l'autre dans leur sommeil, inconscients du passé, du futur, du choc du présent. Deux enfants qui n'avaient jamais connu la chaleur d'un foyer. Qui avaient grandi dans le froid, la peur, l'insécurité. Ces enfants. Charles sentit une brûlure monter dans sa poitrine, une émotion brute, inconnue. Pas de la culpabilité seulement, quelque chose de plus profond. Un mélange de douleur, de tendresse brutale, de reconnaissance muette. Il les avait créés, sans le savoir, et maintenant ils étaient là, vulnérables, et il ne pouvait plus détourner le regard. Il s'agenouilla lentement, comme on approche une vérité sacrée. « Tu viens avec moi. Maintenant. » Helena le fixa, méfiante, le dos toujours droit malgré le froid. Elle avait appris à ne dépendre de personne. La pitié, elle l'avait vue dans les yeux de trop de passants. Elle n'en voulait pas. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit Charles, la voix rauque. Il posa une main sur son cœur, presque comme un serment. « C'est ma responsabilité. Et c'est encore plus que ça. » Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Les garçons frissonnaient. Et dans les yeux de Charles, elle ne vit ni condescendance, ni triomphalisme. Il n'y avait ni calcul, ni orgueil. Juste une douleur nue, sincère. Un homme à terre, face à ses fautes, mais debout dans sa volonté de réparer. Elle hocha lentement la tête. Charles les installa le soir même dans un appartement discret, situé à l'écart de l'agitation, mais chaleureux. 2 chambres, des couvertures neuves, un chauffage doux, une cuisine pleine de provisions. Paz de luxe inutile. Juste du confort. De la dignité. De quoi respirer. Il ne s'imposa pas. Chaque jour, il venait. Parfois 30 minutes. Parfois 2 heures. Il ne forçait rien. Il observait, apprenait, se laissait guider par la vie qu'il avait manquée. Il apprit que Léo, l'un des jumeaux, était rêveur, curieux de tout ce qui touchait au ciel. Il construisait des fusées avec des rouleaux de papier toilette, posait des questions sur les étoiles, collectionnait des images de galaxies arrachées à d'anciens magazines. Malik, lui, était plus réservé. Silencieux. Il dessinait dans un carnet cabossé, des visages tristes, des maisons fermées, des arbres sans feuilles. Il avait l'habitude de l'ombre, des murmures, du doute. Mais parfois, lorsqu'il croyait que personne ne le regardait, il souriait. Charles les observait, fasciné, le cœur tiraillé. Il ne savait pas comment être père. Mais il savait qu'il voulait apprendre. Helena, elle, gardait ses distances. Elle parlait peu. Elle observait beaucoup. Elle le laissait entrer,
mais jamais trop près. Il y avait dans son regard une douleur ancienne, figée comme du verre brisé. Elle ne pouvait pas encore lui pardonner. Il était celui qui était parti. Celui qui avait manqué à la promesse. Et elle avait tout payé. Mais un soir, tout changea un peu. C'était un mercredi. Charles était venu avec une maquette de fusée pour Léo. Il s'était assis avec lui, à même le tapis, l'aidant à assembler les pièces. Malik les regardait en silence, adossé à un coussin, son carnet posé à côté. Elena, dans la cuisine, préparait du thé. Elle les observait du coin de l'œil. Charles expliquait doucement comment insérer les ailes de stabilisation. Léo hochait la tête, concentré. Il y avait dans l'air quelque chose de paisible, d'inédit. Pas encore une famille. Mais quelque chose qui y ressemblait. Quand les enfants furent couchés, Charles resta encore un moment. Il se leva pour partir, posa son manteau sur ses épaules. C'est alors qu'Elena murmura, presque sans y croire elle-même. « Tu es différent de l'homme que j'ai connu. » Il se figea, tourna lentement la tête. « Parce que j'ai compris ce que j'ai perdu. Et je ne veux plus le perdre. » Le silence entre eux était lourd, mais pas hostile. Un silence plein de possibles. De interrogations. Et peut-être, d'un début de pardon. Elena ne répondit pas. Mais ce soir-là, elle lui ouvrit la porte sans détourner les yeux. Un matin d'été, des mois plus tard, la ville semblait encore endormie. Le ciel rosissait doucement à l'horizon, le soleil hésitant à percer la fraîcheur de l'aube. Sur une plage quasi déserte, seuls les murmures des vagues venaient troubler la quiétude. Les jumeaux, Léo et Malik, s'étaient lancés dans une bataille de châteaux de sable, riant aux éclats, insouciants et libres. Leur joie simple, éclatante, remplissait l'air d'une légèreté nouvelle. Charles et Elena marchaient lentement, côte à côte, laissant leurs pas s'effacer dans le sable humide. Leurs regards se perdaient tantôt vers l'horizon, tantôt l'un vers l'autre, comme pour sonder ce chemin parcouru, si sinueux, si douloureux, mais aussi si riche. « Je t'ai aimé comme on aime une fois dans sa vie », murmura Elena, la voix tremblante mais douce, chargée de souvenirs et de promesses oubliées. Charles s'arrêta, la regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais osée auparavant. « Et moi, j'ai mis 20 ans à comprendre que rien d'autre ne valait autant, » répondit-il, la gorge nouée par l'émotion. Elle plongea son regard dans le sien, longuement, comme pour s'assurer que cette fois-ci, il ne partirait plus. Puis un sourire discret, timide mais sincère, vint éclairer son visage marqué par les épreuves. « Alors peut-être, qu'on a encore le temps, » souffla-t-elle, pleine d'espoir et de retenue. Dans un geste naturel, presque instinctif, il lui prit la main. La même main qui portait encore la vieille bague en argent, ornée d'une turquoise légèrement fissurée. Cette bague, plus qu'un simple bijou, était devenue un fil invisible mais inaltérable, tissant leur passé, leur présent et peut-être un futur. Charles n'était plus l'homme d'affaires froid et distant qu'elle avait connu. Cette épreuve l'avait transformé, ouvert son cœur à des sentiments qu'il avait longtemps refoulés. Il avait appris à écouter sans juger, à aimer sans condition, à donner sans attendre en retour. Elena, quant à elle, retrouvait peu à peu sa voix intérieure, sa dignité bafouée, la lumière intense de son regard. Elle n'était plus seulement cette femme brisée par la vie, mais une mère forte, une amante capable de pardonner, une femme renaissante. Les jumeaux, sous le regard protecteur de leurs parents, grandissaient dans un foyer où régnait désormais l'amour, la vérité et la patience. Et chaque fois qu'on demandait à Charles pourquoi il avait renoncé à son monde d'argent et de pouvoir pour construire cette nouvelle vie, il souriait doucement, comme si le secret était simple, presque magique. « Parce que j'ai vu une bague, dans la rue. » Puis, le regard perdu dans le lointain, il ajoutait. « Et j'ai revu l'aube que j'avais laissée derrière moi. »